Aujourd'hui, on explore les désordres mentaux les plus courants et les moins connus. C'est une dinguerie. Alors attention, je tiens à clarifier quelque chose dès le début. Avoir un trouble mental ne fait pas de toi quelqu'un de cassé, de fou ou de moins valable. Ce sont des conditions médicales, comme le diabète ou l'asthme. Mais elles affectent ton cerveau plutôt que ton pancréas. C'est tout. On a déjà fait une vidéo sur les troubles mentaux principaux. Aujourd'hui, on va explorer d'autres désordres, certains très courants mais méconnus, d'autres plus rares mais fascinants. On va parler de troubles anxieux spécifiques, de troubles de la personnalité, de troubles neurologiques qui affectent le comportement. Ce n'est pas pour que tu t'auto-diagnostiques. Si tu reconnais des symptômes chez toi, parle-en à un professionnel qualifié. Les descriptions qu'on va voir sont simplifiées. La réalité est bien plus complexe. Allez, on plonge dans la diversité des expériences mentales humaines. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui souffre d'un de ces troubles, n'hésite pas à me raconter ça en commentaire. 1. Le trouble dysmorphique corporel. Le trouble dysmorphique corporel, c'est une obsession sur un défaut physique perçu qui est soit minime, soit complètement imaginaire. La personne passe des heures par jour à penser à ce défaut. Son nez est trop grand. Sa peau a des imperfections horribles. Ses oreilles sont bizarres. Peu importe que les autres lui disent que c'est dans sa tête, elle voit vraiment ce défaut comme majeur et déformant. Ça ne ressemble pas à de la vanité normale. C'est une détresse réelle, invalidante. La personne évite les miroirs, ou au contraire les vérifie compulsivement. Elle se compare obsessionnellement aux autres. Elle cherche constamment de la réassurance. Elle peut se maquiller pendant des heures pour cacher ce défaut perçu. Dans les cas graves, ça mène à l'isolement social total. La personne ne sort plus de chez elle parce qu'elle ne peut pas supporter que les gens la voient. Certaines multiplient les chirurgies esthétiques, jamais satisfaites du résultat. C'est lié aux troubles obsessionnels compulsifs, mais centrés spécifiquement sur l'apparence. Et c'est aggravé par les réseaux sociaux et les filtres qui créent des standards de beauté irréalistes. Le traitement combine généralement thérapie cognitive comportementale et parfois médicaments. Il faut apprendre à tolérer l'anxiété sans faire les comportements compulsifs de vérification. 2. Le trouble oppositionnel avec provocation. Le trouble oppositionnel avec provocation, c'est un pattern persistant de comportements hostiles, défiants et provocateurs, surtout chez les enfants et les ados. Ce n'est pas juste un enfant têtu ou rebelle de temps en temps. C'est quelqu'un qui argumente constamment avec les figures d'autorité, qui refuse délibérément de suivre les règles, qui embête les autres intentionnellement, qui blâme toujours les autres pour ses erreurs. L'enfant est irritable, facilement agacé, en colère et rancunier. Il défie spécifiquement les adultes, teste constamment les limites, cherche à provoquer des réactions. Si ce n'est pas traité, ça peut évoluer vers un trouble des conduites plus graves à l'adolescence, voire un trouble de la personnalité antisociale à l'âge adulte. Les causes sont multiples: facteurs génétiques, environnement familial difficile, traumatisme, troubles de l'attachement. Souvent, il y a un TDAH ou un trouble anxieux sous-jacent. Le traitement passe par la thérapie familiale, apprendre aux parents des stratégies de gestion du comportement et parfois une thérapie individuelle pour l'enfant. 3. Le trouble de la personnalité évitante. Le trouble de la personnalité évitante, c'est une inhibition sociale extrême, un sentiment d'inadéquation et une hypersensibilité à l'évaluation négative. Ces personnes veulent désespérément avoir des relations, mais elles ont tellement peur du rejet qu'elles évitent tout contact social. Elles se sentent inadéquates, inférieures, inintéressantes. Elles sont persuadées que si les gens les connaissent vraiment, ils vont les rejeter. Elles évitent les situations où elles pourraient être jugées, réunions de travail, événements sociaux, même parfois sortir dans la rue.
Elles ne prennent aucun risque personnel ou professionnel par peur de l'embarras. La différence avec la phobie sociale, c'est que c'est un pattern de personnalité global, pas juste une peur de situation spécifique. Et contrairement à quelqu'un de simplement introverti, la personne évitante souffre de sa solitude mais ne sait pas comment en sortir. C'est souvent lié à des expériences de rejet, d'humiliation ou de critique excessive dans l'enfance. L'estime de soi est au plus bas. Le traitement implique généralement une thérapie cognitive comportementale pour challenger les croyances négatives sur soi-même et une exposition graduelle aux situations sociales. Pour mieux comprendre ces traumatismes comme le rejet, l'humiliation, l'abandon, souvent subis dans l'enfance, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai publiée sur les 5 blessures de l'âme, basée sur le livre de Lise Bourbeau. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo. 4. Le trouble de l'excoriation. Le trouble de l'excoriation, ou dermatillomanie, c'est se gratter, se triturer, s'arracher la peau de manière compulsive. Ce n'est pas juste gratter un bouton de temps en temps, c'est un comportement répétitif qui cause des lésions cutanées significatives, des cicatrices, parfois des infections. La personne passe des heures par jour à se gratter, souvent devant le miroir. Elle essaie d'arrêter, elle sait que c'est mauvais, mais elle ne peut pas. C'est compulsif. Ça soulage temporairement l'anxiété ou l'ennui, mais après, il y a de la honte, de la culpabilité. Les zones ciblées sont généralement le visage, les bras, les mains. Certaines personnes portent des manches longues en permanence pour cacher les marques. C'est classé dans les troubles obsessionnels compulsifs, souvent associés à l'anxiété, la dépression ou d'autres comportements répétitifs centrés sur le corps, comme la trichotillomanie. Le traitement peut inclure la thérapie de réversion d'habitude, qui aide à remplacer le comportement par quelque chose de moins nocif. 5. Le trouble de la personnalité dépendante. Le trouble de la personnalité dépendante, c'est un besoin excessif d'être pris en charge qui mène à un comportement soumis et collant et à une peur panique de la séparation. Ces personnes ont besoin de réassurance constante pour prendre même les décisions les plus simples. Elles ne peuvent pas commencer un projet seules. Elles se sentent incapables de fonctionner sans soutien. Elles acceptent de faire des choses désagréables ou dégradantes pour maintenir la relation avec la personne dont elles dépendent. Elles tolèrent des relations abusives plutôt que d'être seules. Quand une relation se termine, elles cherchent immédiatement quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Elles ne peuvent pas supporter d'être seules. C'est différent de la blessure d'abandon dont on a parlé dans une autre vidéo. Ici, c'est un pattern de personnalité rigide et envahissant qui affecte tous les aspects de la vie. C'est souvent lié à un environnement familial surprotecteur ou au contraire négligent dans l'enfance. La personne n'a jamais appris à développer de l'autonomie. 6. Le mutisme sélectif. Le mutisme sélectif, c'est l'incapacité persistante de parler dans des situations sociales spécifiques où on s'attend à ce que tu parles, alors que tu parles normalement dans d'autres situations. Typiquement, un enfant parle normalement à la maison avec sa famille, mais devient complètement muet à l'école. Ce n'est pas du refus volontaire, l'enfant veut parler, mais ne peut physiquement pas produire de son. Ce n'est pas lié à un problème de langage ou de compréhension, l'enfant comprend tout, peut communiquer par geste ou par écrit, mais la parole est bloquée par l'anxiété. C'est considéré comme un trouble anxieux sévère. L'enfant est paralysé par la peur dans certaines situations sociales. Si ce n'est pas traité, ça peut persister à l'âge adulte et mener à un isolement social majeur, des difficultés professionnelles et une faible estime de soi. Le traitement implique une thérapie comportementale avec exposition graduelle et renforcement positif quand l'enfant parle. 7. Le trouble factice. Le trouble factice, auparavant appelé syndrome de Munchausen, c'est faire semblant d'avoir ou provoquer délibérément des symptômes physiques ou psychologiques pour obtenir le rôle de malade.
La personne va inventer des symptômes, falsifier des examens médicaux, voire se blesser elle-même pour avoir des symptômes réels. Elle va d'hôpital en hôpital, subit des examens et traitements inutiles, parfois même des chirurgies. Ce n'est pas pour un bénéfice externe comme gagner l'argent, ni pour éviter le travail, c'est purement pour l'attention médicale, pour la sympathie, pour avoir le rôle du patient. C'est un désordre mental. Dans le syndrome de Munchausen par procuration, la personne provoque des symptômes chez quelqu'un d'autre, généralement son enfant, pour obtenir de l'attention en tant que parent dévoué d'un enfant malade. C'est une forme de maltraitance. Les motivations sont complexes, besoin d'attention, d'être prise en charge, de jouer un rôle dramatique. Souvent liés à des traumatismes passés ou des troubles de la personnalité. C'est très difficile à traiter parce que le déni est massif, et confronter la personne la fait souvent juste changer d'hôpital. 8. Le trouble de la personnalité schizotypique. Le trouble de la personnalité schizotypique, c'est un pattern de déficits sociaux et interpersonnels marqué par des distorsions cognitives et perceptuelles. Ne t'inquiète pas, je vais expliquer ça avec des exemples faciles à comprendre. Ces personnes ont des idées de référence. Elles pensent que des événements neutres ont une signification personnelle spéciale pour elles. Elles peuvent avoir des croyances bizarres ou de la pensée magique, comme de la télépathie, des superstitions élaborées, ou même la conviction d'avoir des pouvoirs spéciaux. Elles peuvent avoir des expériences perceptuelles inhabituelles, sentir une présence, entendre des murmures. Ce ne sont pas des hallucinations franches comme dans la schizophrénie, mais des distorsions. Leurs pensées et leurs discours peuvent être étranges, vagues, circonstanciels, métaphoriques. Elles ont souvent un affect inapproprié ou restreint. Socialement, elles sont très mal à l'aise, surtout avec des inconnus. Elles ont peu ou pas d'amis proches. Elles sont suspicieuses, parfois paranoïaques. C'est dans le spectre de la schizophrénie, mais moins sévère. Environ 10% des personnes schizotypiques développent une schizophrénie. Le traitement est difficile parce que ces personnes cherchent rarement de l'aide. Quand c'est traité, c'est généralement avec une thérapie et parfois des antipsychotiques à faible dose. 9. Le trouble explosif intermittent. Le trouble explosif intermittent, c'est des épisodes récurrents d'explosion de colère, complètement disproportionnés par rapport à la situation. La personne a des accès de rage soudains, où elle crie, lance des objets, devient violente verbalement ou physiquement. Ça vient de nulle part, pour des déclencheurs minimes. Puis ça retombe aussi vite. Après, la personne se sent souvent coupable, honteuse, embarrassée. Mais elle ne peut pas contrôler les explosions quand elles viennent. Ce n'est pas de la manipulation ou des colères calculées, c'est vraiment un manque de contrôle des impulsions. Neurologiquement, il y a souvent un dérèglement dans les circuits cérébraux qui gèrent l'agressivité. Perso, je connais bien ce comportement, parce que j'avais un pote qui était comme ça quand j'étais au collège. Le problème, c'est que ça peut causer des problèmes massifs dans les relations, au travail, parfois des problèmes légaux si la violence est dirigée vers les autres. Le traitement combine une thérapie pour apprendre à gérer la colère et souvent des médicaments stabilisateurs de l'humeur ou des antidépresseurs. 10. Le trouble de conversion. Le trouble de conversion, c'est le développement de symptômes neurologiques réels, donc des vrais problèmes de santé, mais sans aucune cause organique. La personne peut devenir aveugle, sourde, paralysée, avoir des tremblements ou des convulsions. Pourtant, tous les examens médicaux apparaissent normaux. Il n'y a rien qui ne va pas avec les yeux, les oreilles, les muscles, le système nerveux. Et pourtant, les symptômes sont bien réels. Ce n'est pas de la simulation. Et c'est là que je me dis que l'être humain est fascinant, parce que c'est le corps qui exprime une détresse psychologique qu'il ne peut pas exprimer autrement. Souvent, il y a un traumatisme ou un stress psychologique intense avant l'apparition des symptômes. C'est fascinant, parce que ça montre à quel point le lien entre corps et esprit est fort.
Ton cerveau peut littéralement créer une paralysie sans aucune lésion physique. Le traitement implique généralement une psychothérapie pour traiter le traumatisme ou le stress sous-jacent. Et souvent, quand la cause psychologique est résolue, les symptômes physiques disparaissent. Avec ce trouble, c'est hyper important de ne pas accuser la personne de faire semblant, car les symptômes sont réels, même si la cause est psychologique. 11. Le trouble de la thésaurisation compulsive. Le trouble de la thésaurisation compulsive, c'est accumuler des objets de manière excessive et être incapable de s'en débarrasser, au point que l'espace de vie devient invivable. La personne garde tout, des vieux journaux, des emballages vides, des objets cassés, des vêtements usés. Les pièces deviennent tellement encombrées qu'on ne peut plus les utiliser. Parfois, il reste juste des petits chemins entre les montagnes d'objets. Ce n'est pas juste être désorganisé ou collectionner des choses. Il y a une détresse réelle à l'idée de jeter quoi que ce soit. Chaque objet semble important, précieux, irremplaçable. Souvent, la personne ne voit pas le problème. C'est la famille ou les voisins qui s'inquiètent. Il peut y avoir des risques sanitaires, moisissures, rongeurs ou même un risque d'incendie. C'est lié aux troubles obsessionnels compulsifs. Il y a souvent des difficultés de prise de décision, de catégorisation, d'attachement émotionnel excessif aux objets. Le traitement est difficile parce que la personne doit accepter de se séparer de ces objets, ce qui provoque une anxiété massive. La thérapie cognitive comportementale peut aider, mais les rechutes sont fréquentes. 12. Le trouble de dépersonnalisation-déréalisation. Le trouble de dépersonnalisation-déréalisation, c'est se sentir détaché de soi-même ou de la réalité de manière persistante. Alors il y a deux choses. D'abord, la dépersonnalisation, c'est te sentir comme un observateur extérieur de ta propre vie. Tu te regardes de l'extérieur, comme dans un film. Tes pensées, tes émotions, ton corps te semblent étrangers, irréels. Ensuite, la déréalisation, c'est quand le monde autour de toi semble irréel, onirique, brumeux. Les gens ont l'air de robots, les objets semblent plats ou déformés. Beaucoup de gens ont des épisodes brefs de ça, surtout en situation de stress extrême. Mais pour certains, c'est constant et ça peut durer des années. C'est terrifiant. Tu sais que quelque chose ne va pas avec ta perception, mais tu ne peux pas la corriger. Tu as peur de devenir fou. Tu te demandes si tu es réel, si le monde est réel. C'est vrai que c'est souvent déclenché par un traumatisme, un stress sévère ou l'usage de drogue. C'est comme si le cerveau se dissociait pour se protéger d'une réalité trop douloureuse. Le traitement implique une psychothérapie, souvent centrée sur le trauma. Mais les médicaments ne fonctionnent pas vraiment. Voilà, on a exploré quelques désordres mentaux moins connus, mais qui affectent des millions de personnes. Et franchement, on pourrait continuer pendant des heures. Il existe des centaines de troubles et de sous-catégories. Ce qu'il faut retenir, c'est que la santé mentale existe sur un spectre. On a tous des moments difficiles, des traits de personnalité particuliers, des comportements bizarres. Mais on peut commencer à appeler ça un désordre quand ça cause une détresse significative et interfère avec ta capacité à fonctionner. Et si toi ou quelqu'un que tu connais en souffre, il y a de l'aide. Les troubles mentaux se traitent. Thérapie, médicaments, groupes de soutien, il existe des solutions. Personne ne devrait souffrir en silence. Si la vidéo t'a intéressé, mets un like et un commentaire. Et rappelle-toi d'être bienveillant, envers toi-même et envers les autres. À plus!